Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que l'or est la solution à toutes les situations économiques qu'une personne pourrait rencontrer au cours de sa vie? Pour ça, nous verrons diverses situations. Mais avant ça, faisons le point de la situation actuelle. Comme vous le savez tous, depuis la crise Covid, la Fed a dû intervenir pour essayer d'enrayer l'inflation. Et pour ce faire, elle a augmenté les taux directeurs de manière agressive, puis actuellement de manière plus faible, mais elle continue à augmenter alors qu'elle avait prédit fin de l'année passée qu'en début 2023, ils arrêteraient leurs augmentations de taux et que les taux commenceraient à diminuer. Or, ce n'est pas le cas, nous sommes au mois d'avril, quasiment, et on voit toujours que la Fed vient encore d'augmenter de manière plus légère, de manière moins rapprochée, mais elle continue toujours à augmenter. Mais à un moment ou à un autre, on finira de toute façon par arrêter de monter les taux. Il y aura toujours bien une fin un jour. Nos dirigeants sont incapables de gérer cette crise de l'inflation et en plus est venue s'ajouter récemment la crise bancaire aux États-Unis et en Europe. Par leur manière d'agir, on se rend compte qu'ils ne contrôlent tout simplement rien du tout de la situation. Alors, dans quoi investir? Bon nombre d'entre vous disent très souvent, la seule valeur refuge, c'est l'or. L'or, c'est la solution à tout. Mais est-ce réellement le cas? C'est ce que nous allons voir. Comme vous l'avez sûrement entendu et comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes déjà dans le courant de l'année passée et début de cette année-ci, on parle, en tout cas une bonne partie des acteurs économiques, d'une possibilité d'une récession. À peu près 70% des spécialistes sont tous en train de prédire qu'il y aura bien une récession, malgré que l'ambiance émise par nos médias nous disent qu'une récession est quasi impossible. Et je peux vous dire que même dans les banques, quand on s'y rend, les spécialistes vous disent qu'il n'y aura pas de récession. Moi, pour ma part, je dis toujours qu'il y a toujours des risques et il y a toujours actuellement des indicateurs d'un risque d'une récession prochaine. Alors, si une récession il devait y avoir, est-ce que l'or serait favorable et utile à posséder? Dans une récession, à quelques exceptions près, si on fait un retour dans le passé, on peut dire en effet que l'or est positif dans ce cas. Si on reprend depuis 2000, il y a eu à peu près 3 récessions et à chaque fois, l'or a fait beaucoup mieux que le SP500. Passons à une deuxième situation, ce qu'on appelle la déflation, à ne pas confondre avec la désinflation. La déflation, c'est la baisse des prix à la consommation. C'est ce que nous avons connu dans les années 2008-2010, donc les années 2000. Dans ce cas, les prix baissent. Pourquoi? Pour favoriser la consommation et les investissements et pour relancer l'économie. L'or, évidemment, va suivre dans ce cas-là la même situation que le reste, son prix va baisser. Ce qui fait que les investisseurs vont évidemment se détourner puisque ça serait beaucoup moins intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas? Il n'y a pas grand-chose qui soit très intéressant en cas de déflation si ce n'est le cash. C'est très facile à comprendre pourquoi. Un exemple, si vous avez 10 euros dans votre portefeuille et que vous achetez un pain à 2 euros, vous avez la possibilité d'acheter 5 pains. Il arrive une déflation, le prix du pain va passer par exemple à 1 euro, vous avez la possibilité d'en acheter 10. Ce qui veut dire qu'avec un même portefeuille, vous pouvez acheter 2 à 3 fois plus de produits et de services et par conséquent le cash est ce qu'il y a de plus rentable. Il y a néanmoins un bémol à ce raisonnement, c'est celui émis par John Exter qui lui dit que l'or peut quand même rester quelque chose de très intéressant et même de meilleur que le cash si la déflation s'accompagne d'un risque bancaire, de risque de faillite ou bien de faillite des États, crédit crunch, etc. Dans ce cas, l'or serait une très belle alternative et peut-être une des seules
Pourquoi? Parce que l'or ne repose sur aucune dette et il est aussi très liquide. Le deuxième actif qui serait intéressant dans le cas, c'est l'immobilier, mais son gros désavantage, eh bien, c'est qu'il est très peu liquide, ce qui n'est pas le cas de l'or qui, lui, est très liquide. Par conséquent, en cas de déflation, on privilégie souvent le cash dans la majorité et la généralité des cas, mais avoir un petit côté d'assurance en or, eh bien, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, comme quoi l'or aurait dans ce cas-là également son utilité si on s'en tient à la position tenue par John Hector. Pour être clair, qu'est-ce qu'on entend par cash? Eh bien, ce sont votre argent que vous avez sur votre compte en banque ou sur votre livret ou bien sur des comptes à terme ou l'argent que vous disposez chez vous ou dans un coffre. Voilà, c'est ça qu'on appelle le cash. Alors, pour en revenir à la déflation, dernier point de vue de la situation actuelle, si l'on regarde les statistiques économiques, eh bien, certains parlent que pour fin juin, il pourrait y avoir une baisse des prix sur les produits qui viennent principalement de Chine, parce que la logistique est en train de coûter moins cher, le transport coûte moins cher, les containers coûtent moins cher et les prix à la fabrication baissent également. Donc, on pourrait imaginer que fin juin, début juillet, pour les vacances d'été, il y aurait une possibilité de déflation. À suivre donc. Les taux d'intérêt, ben, c'est le rôle le plus important qui est joué par la Fed. C'est elle qui intervient dans l'économie lorsque celle-ci commence à perdre les pédales, car sans son intervention, eh bien, soit on irait vers une inflation avec des bulles un peu dans tous les marchés d'actifs et un système qui commencerait à s'emballer et deviendrait incontrôlable. Conséquence de tout ça, eh bien, on a une augmentation des prix, on a une augmentation des salaires, on tourne dans une cercle vicieux inflationniste, d'hyperinflation, et on voit de plus en plus dans ce cas de difficultés de remboursement, surtout des prêts immobiliers, mettant en danger le système bancaire lui-même, etc. Il y a aussi la deuxième façon pour la Fed d'intervenir, c'est d'intervenir dans la diminution des taux d'intérêt où elle va être amenée à devoir baisser ses taux pour stimuler la croissance économique et inciter à la consommation. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle la désinflation. On fait soit en baissant les taux ou soit en augmentant moins vite et moins rapidement. Voyons le premier cas, le cas de l'augmentation des taux d'intérêt. Eh bien, lorsque les taux d'intérêt augmentent, eh bien, c'est pas toujours bon pour l'or. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte qu'il y a des actifs beaucoup plus rentables et où il y a moyen de faire un meilleur profit ailleurs que sur l'or. Donc, comme la demande est moins grande, eh bien, c'est sûr que le prix de l'or va baisser. Donc, on pourrait avoir dans ce cas une baisse du prix de l'or. Or, ce n'est pas toujours le cas. On peut prendre un exemple si on se retourne vers notre passé. Un exemple, si l'on prend la période comprise entre 2010 à 2020, eh bien les taux d'intérêt ont été augmentés plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu un or qui est resté stable, qui à certains moments s'est ajusté, mais sans plus. Et certains auteurs disent au contraire que quand l'inflation est inférieure à 2%, ben, l'or stagne et ne dépasse pas 5% de rendement. Et si l'inflation est supérieure à 5%, eh bien l'or pourrait monter jusqu'à 20% de bénéfices sur un an. Ça, ce sont des théories qui sont un peu contradictoires les unes avec les autres quand on parle du taux d'intérêt en augmentation face à l'or. J'ai retrouvé des exemples pour vous dire que tout n'est pas clair à ce sujet-là. C'est que si on prend la période qui se situe en 1970, par exemple, eh bien là, les taux d'intérêt augmentés sont passés de 4 à 20% en 1981.
Et là, l'or est passé de 35 à 800 $. Donc, il y avait bien eu une forte augmentation des taux d'intérêt et l'or a explosé. Par contre, si vous prenez le cas de la crise du Covid où on a vu les taux d'intérêt augmenter, eh bien, on a vu l'or qui a perdu pratiquement 20%. Donc, vous voyez, il y a tout et son contraire lorsqu'on se trouve face à des taux d'intérêt qui augmentent. Et si on regarde encore en 82, eh bien, l'or avait perdu 60%. On doit donc en tirer la conclusion que quand on se trouve face à une augmentation des taux d'intérêt, eh bien là, il faut bien dire que c'est pas très clair sur le rôle que l'or peut jouer dans de telles circonstances. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme raisonnement? C'est que l'augmentation des taux d'intérêt n'est pas le seul critère ni facteur qui influence l'or, mais qu'il y a également d'autres facteurs déterminants et que l'or est un actif comme tous les autres actifs sur les marchés boursiers et qu'ils ont également leur période de hausse et de baisse. Qu'est-ce qui influence alors le cours de l'or? Eh bien, en plus de tout ce que je viens de vous raconter, qui est en fait l'état de l'économie, qu'il soit au niveau mondial ou au niveau local ou au niveau continental, eh bien l'or peut être également influencé par la politique, bien sûr, de la Fed, des différentes banques centrales européennes et mondiales. Elle peut également varier, l'or peut également varier en fonction de l'inflation, si l'inflation continue à augmenter ou pas. L'or va aussi être fort touché selon les devises, principalement le dollar, mais aussi par d'autres devises. Mais le dollar a une grosse influence sur l'activité de l'or. On aura aussi un regard qui sera constamment tourné sur la Chine, qui joue un grand rôle sur l'échiquier mondial. Les problèmes évidemment géopolitiques partout dans le monde a également un grand intérêt et on doit évidemment en tenir compte. Il y a aussi les fameuses politiques énergétiques et digitales qui sont évidemment des politiques du Green Deal et qui, en fonction de la position et de la direction que le compte prend, eh bien, certains métaux sont plus utilisés ou moins utilisés. On prendra par exemple le cas de l'argent qui est aussi une manière d'investir aussi et qui est aussi un bon moyen de diversifier ses avoirs, mais il est fort tributaire des variations technologiques et le platine, par exemple, est fort utile dans le cas où l'on va vers une politique de l'hydrogène. Et si on abandonne évidemment cette politique-là, eh bien le platine va perdre de la valeur et le palladium est déjà un cas qui a perdu de la valeur puisque c'était principalement pour les catalyseurs de voitures diesel et on a abandonné le projet et le platine vient de se casser la figure cette année, hein, si vous avez suivi. Donc il faut aussi tenir compte de ces fameuses politiques d'écologie du moment. Il faut également tenir compte des systèmes bancaires qui sont fragiles, des états financiers des États et des faillites des États, de leur financement, de la crypto-monnaie qui fait ses hauts et ses bas et qui joue aussi son rôle. Et on doit également tenir compte donc également de la rareté des métaux puisque la Terre n'est pas avec des ressources recyclables et qui se refont rapidement. Quand la Terre a tout donné, elle a tout donné. Donc ça a aussi son utilité de savoir si les métaux ont leur rareté et à quel point ils sont rares. On peut citer le cas du platine qui est très rare. J'ai vu un article où on parle que l'argent serait disparu en 2039, donc ça c'est pas loin, et le palladium pour 2064. Évidemment, ce sont des évaluations, mais ça nous donne quand même un petit exemple, et aussi que le platine est 16 fois plus rare que l'or et l'argent. Alors, dernière hypothèse, les taux d'intérêt commencent à baisser ou augmentent moins vite. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, la rentabilité de la plupart des actifs sur les marchés
obligataires et d'actions eh bien, sont beaucoup moins rentables et par conséquent, eh bien, les gens vont se tourner vers l'or qui aura un rendement plus attractif. Par conséquent, la demande va augmenter et le prix augmentera. En conclusion, eh bien, que peut-on dire? Eh bien, c'est que l'or n'est pas quelque chose d'infaillible. Il est un actif comme tous les autres actifs. Il a son marché haussier et son marché baissier. Et il a également ses incertitudes. Ce n'est pas la valeur refuge que l'on peut prendre les yeux fermés. Deuxièmement, l'or est surtout considéré par la majorité des investisseurs comme une assurance pour contrecarrer les pertes sur les autres actifs que l'on dispose en tant qu'investissement. En effet, si vous avez des actifs en bourse ou en obligations, etc., eh bien l'or sera là pour compenser les pertes éventuelles d'un krach boursier, etc. Donc on le considère plus comme une assurance et on dit souvent qu'il faut à peu près 20% d'or pour compenser un portefeuille d'actifs. Troisièmement, il faut acheter de l'or et comment? Beaucoup disent souvent qu'il faut acheter l'or au moment des occasions des fêtes ou au moment des soldes ou en juillet et en août ou à la trêve des confiseurs, etc. Il est prouvé par plusieurs théories que l'or est un investissement à long terme et que ce n'est pas un investissement à court terme comme les traders font, acheter de l'or aujourd'hui et le revendre 15 jours plus tard. En général, les gens qui se lancent là-dedans, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pour une assurance sur leurs avoirs, donc ils le conservent en général de très très longues années et on dit souvent que l'or est un investissement d'une vie. Ce qui fait que c'est pour ça justement qu'il est très rentable et qu'il offre un fameux bénéfice à celui qui le conserve pendant de très longues périodes. Donc, selon ce que j'ai trouvé, il serait inutile de s'attarder si le prix est haut ou si le prix est bas, puisque c'est de l'investissement à long terme, et que d'après les calculs faits par certains, et bien de toute évidence, au bout d'une longueur d'année aussi grande que celle d'une vie humaine, et bien qu'on l'ait acheté au prix le plus haut ou au prix le plus bas, eh bien la rentabilité reste quasiment la même, donc ça ne vaut pas la peine de chercher à savoir quand l'acheter. Il préconise néanmoins de faire des achats fractionnés, c'est-à-dire tous les mois, tous les 2 mois ou chaque année, comme vous le souhaitez. L'or est souvent comparé à la crypto-monnaie. On a dit dans les dernières années ici que la crypto-monnaie allait remplacer l'or et que ces nouvelles monnaies seraient le remplacement de l'or et que ce serait la nouvelle monnaie future. Il faut bien se rendre compte que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que la crypto-monnaie a joué le rôle vraiment protecteur que l'or joue depuis des milliers d'années, de ces dernières années. En tout cas, donc l'or, apparemment, eh bien, il garde quand même sa valeur de refuge et est quand même beaucoup plus sûr que la crypto-monnaie au vu de tout ce qu'on entend pour l'instant. Donc, on ne peut pas encore dire qu'à l'heure actuelle, la crypto-monnaie peut remplacer l'or. Tout ce qu'on peut retenir de ça, c'est que l'or reste une assurance, mais sûrement pas un actif comme les actions, etc. Ce n'est pas des investissements sur du court terme, mais ce sont plutôt des investissements sur toute une vie. Voilà, j'espère avoir un peu éclairci la situation et vous montrer que finalement l'or est là pour vous garantir vos avoirs et aussi peut-être vous donner un petit bénéfice quand vous en aurez le plus besoin et en espérant que ce ne soit pas pour des causes très catastrophiques au niveau mondial. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je continuerai bien vite la deuxième partie des métaux rares, c'est en préparation. À bientôt, au revoir les amis. Maryse Le Civre, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.